On va passer maintenant à la prise en charge. Alors, je suis désolé de vous dire avec quel outil j'utilise, mais ça fait partie du jeu. L'outil est un outil à base d'huile essentielle et d'oligo-éléments, et je vous ai mis, pour ne pas tricher, le contenu de l'étiquette tel que vous la rencontrerez sur les flacons. Ce contenu contient des éléments qui sont des éléments indispensables et officieux, qui sont la quantité précise d'oligo-éléments qui figurent là, des informations beaucoup plus discrètes qui sont, par exemple, additifs sensoriels, mélange de substances aromatiques. C'est ce que la réglementation nous permet pour tout simplement dissimuler la nature et la quantité d'huile essentielle présente, et des additifs technologiques. On parle par exemple de la gomme arabique qui, en plus d'être un solvant des principes actifs pour avoir une solution homogène, est aussi un apport de fibres qui stimule le développement du microbiote intestinal de l'abeille. Je n'en ferai pas plus là-dessus. Je vais me montrer la logique du traitement que l'on fait, qui s'adresse beaucoup à l'immunité. L'immunité, c'est ma grande passion. Ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet-là. Et je vous ai concocté là une comparaison entre l'immunité chez les abeilles et l'immunité chez les mammifères. Chez les mammifères, l'immunité est très bien connue, très bien analysée, parce qu'elle a été prioritairement analysée chez l'homme. Donc les mammifères, les bovins, les petits ruminants par exemple, profitent de ces acquis-là. Chez l'abeille, il faut reconnaître qu'on a un temps de retard. On a la même logique d'exploration, mais avec un temps de retard. Et à côté de ce qui va nous intéresser, on voit que les abeilles ont développé quelque chose qui est par contre relativement bien connu, ce qu'on appelle l'immunité sociale. Comme on a chez les mammifères une deuxième approche plus fondée qui s'appelle l'immunité adaptative, qui permet par la production des anticorps et le phénomène de mémoire d'étendre les capacités immunitaires. Là où je vais resserrer mon propos, c'est sur ce que je vous enterrai là, parce que je trouve qu'il y a une forte similitude entre l'immunité de barrière chez l'abeille, l'immunité de barrière chez les mammifères, l'immunité cellulaire chez l'abeille, l'immunité cellulaire chez les mammifères. On a eu en 2011 un prix Nobel de médecine délivré à Hoffman pour son travail sur l'immunité innée. Et Hoffman, et j'approuve totalement ce qu'il dit le point fondamental de l'immunité, c'est l'immunité innée, c'est-à-dire celle qui est la plus ancienne, celle qui a suivi l'évolution et qui a fait ses preuves. C'est ce que je vais essayer de vous montrer en vous disant, il y a, quand on analyse les mécanismes de l'immunité innée chez les abeilles, on voit apparaître des termes comme la mélanisation, la phagocytose, l'encapsulation, l'usage de la phénoloxydase, qui sont tous des termes qui renvoient à des mécanismes dont je vais essayer de vous montrer la caractéristique. L'autre point que j'ai repéré, c'est que quand on décrit dans l'immunité de l'abeille, même si cette immunité n'est que partiellement maîtrisée, on voit apparaître un terme qui s'appelle ROS, qui est un terme qui signifie Reactive Oxygen Species. C'est-à-dire que dans chacune de ces étapes fondamentales qui caractérisent le premier contact de l'abeille avec des pathogènes, on se sert de composés oxygénés qui sont tous basés sur leur très forte agressivité par rapport aux pathogènes. Et on le retrouve à ces différents niveaux, aussi bien au niveau de la barrière, c'est-à-dire de la cuticule, qu'au niveau de la muqueuse intestinale. Il y a un combat permanent au niveau de l'intestin contre Nosema ceranae. On a également l'équivalent des globules blancs chez l'abeille, qu'on appelle soit les granulocytes, soit les hénocytoïdes, qui procèdent à de la phagocytose ou de la mélanisation, autant de processus de premier contact avec le pathogène, que ce soit des bactéries ou que ce soit des virus ou des champignons, et qui se qualifie par la libération de ces fameux composés réactifs de l'oxygène, qui ont comme caractéristique, je vais l'expliquer tout de suite, d'être très efficaces, qui sont non sélectifs et qui sont d'une violence telle qu'ils entraînent des effets secondaires. Et que pour qu'ils soient réellement efficaces, c'est-à-dire sans détériorer les moyens de défense de l'abeille, il faut qu'il soit mis à disposition de l'abeille des antioxydants qu'elle va trouver soit sous une forme toute prête
dans les antioxydants contenus dans les pollens, je cite par exemple la quercétine ou le camphénol, mais qui sont également présents dans les moyens des systèmes enzymatiques qu'elle peut construire à partir des oligoéléments présents dans les pollens. Et ces oligoéléments que je figure ici, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, fer, sont des oligoéléments qui caractérisent la vie au niveau de la planète. Retenez, on est dans des principes généraux qui sont que du fait qu'il y a beaucoup d'oxygène dans notre atmosphère, on a l'oxygène qui joue un rôle déterminant. Alors, sans vouloir faire des longueurs, je vous rappelle donc ce que l'on constate et sur lequel je m'appuie en permanence, ce premier temps de contact du système immunitaire de l'abeille avec les pathogènes, quels qu'ils soient, c'est un stade qui est précoce. C'est une histoire de quelques heures seulement. Dès que le pathogène arrive, ça y est, il aura sa réponse. C'est même quelquefois un dispositif permanent quand on s'adresse à la barrière. C'est un dispositif qui est extrêmement violent et qui va utiliser ces mécanismes des dérivés de l'oxygène. Il est non sélectif et il est délétère. Retenez qu'il a des effets secondaires qu'on va pouvoir combattre tout simplement avec des systèmes antioxydants. 20% d'oxygène dans la planète, ça veut dire que à partir de là, de ce modèle qui représente et dont nous sommes dépendants entièrement, on va pouvoir optimiser le métabolisme énergétique. Je parle pour l'abeille, par exemple, le travail musculaire de l'abeille, son activité de butinage dépend de sa consommation d'oxygène. Et deuxième point où elle consomme de l'oxygène, c'est son immunité innée dont je viens de parler, la façon dont elle règle leur sort aux pathogènes, avec deux utilisations des oligoéléments, une utilisation très classique qu'on voit partout. Les oligoéléments facilitent les réactions au niveau du vivant, on appelle ça des catalyseurs. Et puis, ce qu'on a mis, nous, en évidence, sur lequel on travaille depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, les oligoéléments qui interviennent ponctuellement comme des acteurs principaux au niveau de l'immunité innée. Ça, c'est quelque chose de fondamental et sur lequel nous avons le plus souvent travaillé. Alors, je vous montre ici, parce que je crois que je suis en train de vous prendre un peu de votre temps. Nous avons montré le travail, ce qui se passe lorsqu'on administre des oligoéléments. Vous avez dans le tableau qui figure ici les mesures que l'on a fait à l'aide d'une torche à plasma et d'un spectromètre de masse, les quantités d'oligoéléments contenus dans des abeilles sauvages, qui sont des colonies férales, à proximité de nos colonies expérimentales, et qui butinent les mêmes fleurs, et on voit que sélénium, manganèse, zinc, cuivre, ce sont les mêmes quantités. Et on a fait la comparaison avec une colonie fille issue de la colonie B et qu'on a complémentée pour son développement, et on voit qu'elle a capté les oligoéléments qu'on a distribués. Je crois que c'est la première démonstration qui est apportée de quelque chose qui est pratiqué empiriquement et qui est la distribution de sirop de stimulation en petite quantité. 1/4 de litre toutes les 48 heures, c'est une bonne pratique. Ce qui est contenu dans ce mélange-là va aller directement par le biais des abeilles nourrices, soit aux larves en développement, soit tout simplement à la reine. Et donc, on a un moyen de décontamination de la reine par ce biais-là. Petit clin d'œil pour vous dire, les quantités d'oligoéléments varient selon les espèces végétales. Je vous ai rassemblé deux espèces de début de saison qui sont souvent mises en parallèle, le saule marceau et le noisetier. Eh bien, quand vous regardez les quantités d'oligoéléments qu'ils contiennent, ce ne sont pas du tout les mêmes et il n'y a pas de comparaison possible. Le saule marceau est vraiment, du point de vue des oligoéléments, un remarquable apporteur de pollen de qualité. Même chose, on pourrait regarder le pollen des maïs. Quand on nous rapporte que oui, les maïs, on récolte du pollen, mais c'est un pollen de très peu de qualité, avec peu d'acides aminés, et là, je vous le montre, peu d'oligoéléments. Le deuxième partie du complexe qu'on utilise, et pour le comprendre, ce sont les huiles essentielles. Nous sommes partis d'une publication qui a été faite en 2009, dans laquelle on a montré que l'apport d'huile essentielle dans un sirop de nourrissement permettait de diminuer de 30% les spores de noséma après une inoculation et de rallonger la durée de vie de 4,37 jours. Vous voyez, des choses comme ça ne peut se faire qu'au laboratoire. Nous avons, nous, dans la pratique faite,
une quantité d'huile essentielle qui est 2 fois plus importante que dans la publication. Et puis, j'ai quelques petites informations à vous donner. La publication qui est là utilise du thymol de synthèse. Et je voudrais vous rappeler que le thym contenu dans, non, pardon, que le thymol contenu dans l'huile essentielle de thym à thymol est un thymol naturel qui est lévogir, c'est-à-dire qui a une orientation moléculaire compatible avec les abeilles qui ont coévolué avec le thym, alors que le thymol de synthèse, dont on nous dit que c'est un thymol naturel, en réalité, c'est vraiment un abus par rapport à ce qu'on peut en attendre. Il est en réalité la réunion de deux molécules, un thymol qui est conforme à ce que l'abeille attend, c'est-à-dire un thymol lévogir, et un thymol qui est dextrogir pour 50%, donc tourné à l'envers. Et on comprend mieux pourquoi on nous demande de distribuer des produits dans le traitement antivarrois à base de thymol dans des moments où la température n'est pas excessive, parce que qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, une désertion, tout simplement, des colonies, parce qu'elles ne supportent pas cette forme qui n'est pas une forme naturelle. Je veux également simplement dire que les quantités qui sont utilisées dans les expérimentations qu'on a pu faire sont des quantités qui n'ont rien à voir avec les tests qui sont faits in vitro. In vitro, on cherche à voir comment le thymol peut détruire j'oubliais, les formes de dissémination de la noséma, et on voit que nous utilisons des quantités qui sont 1000 fois plus importantes. On me fait signe de me dépêcher. Non, je prends mon temps ce soir. Vous allez supporter jusqu'au bout parce que c'est un moment aujourd'hui historique. Je suis ravi de travailler avec une collaboration bien comprise avec la maison ICO, et je voudrais d'ailleurs que dans le document qui va être issu de mon intervention aujourd'hui, ce document soit archivé en disant c'était la soirée ICO, parce que c'est un moment historique et un moment qui compte dans la progression que nous allons faire dans l'entrée dans cette nouvelle ère de la connaissance de la santé des abeilles. Dans ce que l'on va avoir maintenant dans l'utilisation de ce produit, de cet aliment complémentaire, je vous rappelle que la partie analyse et commémoratif est une étape indispensable parce qu'elle va nous permettre, c'est résumé ici, de permettre d'évaluer le niveau de risque. Et c'est à partir de ce niveau de risque que l'on va établir le protocole. Alors le protocole, je le donne, il est extrêmement simple. C'est toujours la même dilution. 12 millilitres de produit dans 1 litre de sirop, 50-50, un quart de litre du mélange toutes les 48 heures, et vont apparaître comme différents d'un rucher à l'autre le nombre de passages qui seront nécessaires et qu'on va évaluer en fonction du risque. On varie entre 4 et 8 passages selon le niveau. Par exemple, si vous avez une forte présence de Nosema serranae, il est évident qu'on va peut-être aller jusqu'à 8 passages pour essayer de réduire, voire d'éliminer. On arrive à éliminer Nosema serranae. Alors, point important pour vous rassurer, est-ce que l'on a affaire à un médicament ou est-ce qu'on a affaire à un aliment complémentaire? Dans un médicament, on a toujours une cible très précise, un antibiotique, un antiviral, un antifongique, ce que vous voulez. On a un traitement avec une posologie, une durée de traitement, et on a toujours en contrepartie un délai d'attente parce qu'il y a des résidus qui sont présents chez le malade. Ici, on a affaire à un aliment complémentaire. On a dit une seule réponse. Et on a à définir simplement le nombre de passages. Le produit en question, et dans d'autres que je vais vous présenter, on a tout simplement au niveau des résidus, un statut européen qui est que les produits utilisés sont des produits naturels, sans limite maximale de résidus, c'est-à-dire qu'on considère que les résultats qui sont, la présence qui reste après un traitement n'est pas significative, donc il n'y a pas de délai d'attente par rapport à ces produits. Quelles sont les indications? Et là, je vous demande d'être très attentif, même si la torture dure longtemps, je vais aller jusqu'au bout et vous imposer ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Dans la diminution des mortalités hivernales, vous avez un moment opportun qui est le moment actuel. C'est-à-dire, vous venez de faire votre traitement anti-varrois, vous faites une analyse, c'est maintenant le moment opportun, une évaluation, et vous allez préparer vos
colonie hivernale en faisant l'administration d'aliments complémentaires. Vous allez faire baisser, voire disparaître le portage de certains virus, voire celui de Nosema, et on va pouvoir garantir qu'il n'y aura pas de mortalité. Je vais vous montrer comment à la sortie d'hiver. Donc vous pourrez, j'allais dire, aborder la sortie de l'hiver, la visite de sortie d'hiver, sans une appréhension, parce que on va pouvoir permettre aux abeilles de se défendre normalement. Alors ça, c'est un traitement systématique qui sera à répéter chaque année après le traitement antivarrois pour la préparation de la grappe hivernale. Au niveau de l'élevage, je ne saurais que vous recommander de décontaminer les rennes sur lesquelles vous allez prélever les œufs ou les larves jeunes. Et cette décontamination doit être faite en gros par 6 à 8 passages, 2 mois avant le prélèvement des larves. On prépare les colonies. Dans la colonie éleveuse, c'est une administration continue, de façon à ce qu'elles apportent un aliment qui soit porteur de cet aliment complémentaire pour ne pas contaminer les larves qui sont en élevage. Au niveau des divisions, même soin à prendre. On va décontaminer tout de suite après la division les larves qui sont là présentes et sur lesquelles on va élever une nouvelle reine. Et donc, on va essayer de décontaminer le plus possible la nouvelle reine qui va se mettre en place, parce que la nourriture qui va être distribuée là pendant une semaine va être une nourriture qui va être destinée aux larves et à la future reine. Et puis, on va essayer de revenir, même si c'est possible, 1 mois après la division pour décontaminer la première génération et partir là aussi sur des bases qui soient des bases solides. On peut intervenir en démarrage de saison pour des colonies qui ont un retard dans le développement. Vous pouvez dire si ces colonies ont un retard, c'est qu'elles ont un handicap. Et ce handicap, la plupart du temps, c'est du portage de pathogènes. Donc vous pouvez faire une décontamination sans insister trop, parce que si on va au-delà de 3 passages, on va peut-être favoriser l'essaimage. En cours de saison, donc, on peut faire des interventions entre 2 mielés. J'ai cité tout à l'heure les transhumances à risque. C'est la transhumance sur les lavandes est typiquement un lieu où on va avoir de fortes contaminations. On peut, pour reprévoir une nouvelle mielée, faire 2 passages, à condition de faire un dernier passage qui se situe une semaine avant la nouvelle pose des hausses. On peut faire du traitement individuel sur des colonies qui sont en perte de vitesse. Je répète et je reviens là-dessus, la qualité des cheptels expérimentaux, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et puis, au niveau des ventes d'essaims, je pense qu'aujourd'hui, il existe une vraie opportunité pour dire, eh bien, nous suivons tel protocole et le sondage qui a été fait sur nos essaims hivernés a montré qu'on avait tel pathogène. Et on peut voir que le niveau de risque est faible. Et je trouve que ce serait quand même quelque chose de formidable à introduire, qui permettrait d'ailleurs de réclamer un surcoût par rapport à la qualité qui est proposée. Aujourd'hui, je trouve un peu ridicule, on le voit très souvent, des amateurs qui achètent un essaim et que l'essaim ne va même pas aller jusqu'à l'entrée de l'hiver et il sera mort dans les 2 à 3 mois qui suivent l'achat. Donc ça, c'est un peu... je vais dire regrettable, et on doit pouvoir, à ce niveau-là, faire une amélioration. J'ai quelque chose là qui me... ah oui, pardon. Vous n'avez peut-être pas attendu que j'intervienne, et vous avez aussi une activité depuis un certain nombre d'années à essayer d'accompagner la santé de vos abeilles. Et j'ai découvert un produit que Gabriel m'a fait découvrir il y a seulement 2 mois, Nosevit, que certains d'entre vous utilisent depuis un certain nombre d'années. Je vais en dire quelques mots. Nosevit, c'est un mélange d'extrait d'écorce de chêne qui contient des tanins, des polyphénols au poids moléculaire, des huiles essentielles dont l'amande poivrée et de l'acide citrique pour être un acidifiant. Et Nosevit, on en a essayé de décortiquer son mécanisme d'action pour voir qu'il procédait à un tannage de la membrane péritrophique. C'est cette membrane qui protège la muqueuse intestinale, et on comprend qu'à partir de là, l'abeille se sente mieux, qu'elle puisse mieux fonctionner. Et peut-être que Nosevit
propose par tannage un compactage du contenu du milieu intestinal et que dans ce compactage, on a une limitation de la germination des spores de Nosema. Voilà deux pistes qui sont proposées pour le mécanisme d'action de Nosévite. Comment on a pu travailler là-dessus? On a montré au laboratoire qu'il y avait vraiment une réduction du nombre de spores de Nosema sans jamais atteindre la disparition parce que ce serait trop compliqué. Et donc, on a montré également, ça c'est une publication que Gabriel m'a fait parvenir il y a seulement 15 jours, parce qu'il tient à ce que je sois assez compétent pour pouvoir vous aborder. Et là, on montre que le fait de protéger les cellules intestinales par ce moyen-là, leur permet de produire plus activement les systèmes enzymatiques de digestion, donc d'avoir une action qui est plus performante, ce qui se traduit tout simplement par un rebond d'activité après une cure de Nosévite. Cette cure se fait par 1 gramme de Nosévite dans 200 ml de sirop, 2 fois 10 jours d'intervalle, avec 2 cures, une au printemps, une à l'automne. Alors, je vais essayer de vous le situer par rapport à tout ce que je viens de dire. Nosévite, de toute évidence, a une incidence positive sur la gestion de la santé de l'abeille si cette dégradation est liée à Nosema. Dans ce que moi je vous ai proposé, Bifoule Plus, désolé de les comparer, mais comme on ne s'adresse pas à un mécanisme spécifique et qu'on s'adresse à l'immunité, on a une action qui est dirigée vers Nosema, les virus, les loques, les trypanosomes et même Ascosphaera. Voilà la comparaison, je trouve qu'elle mérite d'être montrée et que chacun va pouvoir, en fonction justement de l'analyse qui sera faite sur son cheptel, dire moi, Nosévite me suffira, ou bien non, moi j'ai aussi un risque avec des virus et je vais prendre Bifoule Plus. Donc l'information est claire, transparente, chacun va pouvoir prendre une décision en fonction des informations qu'il a. 2 secondes là-dessus, c'est pour vous dire que l'abeille n'est pas le seul pollinisateur menacé, que l'on a le bourdon Bombus terrestris qui est utilisé dans les serres, qui aujourd'hui montre qu'il est largement contaminé par les virus des abeilles. Vous avez ABPV, SBPV, DW, IAPV par exemple, et qu'un autre pollinisateur qui est utilisé pour la pollinisation des vergers, l'abeille rousse, est également largement contaminé par les virus des abeilles, comme on vient de montrer là très récemment que les fourmis qui fréquentent les ruches sont également porteuses des virus des abeilles. Vous voyez, jusqu'où allons-nous? Peut-être qu'on découvrira un jour qu'on est nous aussi porteurs de ces mêmes virus. Non, je ne crois pas, parce que là, il y a une trop grande différence dans la physiologie de ces deux règnes-là. Alors, un exemple quand même pour que vous ayez en tête ce qui peut se passer. C'est un exemple qui est très significatif, qu'on retrouve très fréquemment et qui est un exemple qu'on retrouve chez les apiculteurs professionnels. On a eu en janvier 2023 une demande faite par un apiculteur de 600 ruches qui, à la visite de janvier, a trouvé 200 colonies mortes. Prélèvement fait sur une colonie qui était moribonde. Il restait moins de 2 cadres occupés, où on a trouvé qu'on avait Nosema serranae, qu'on avait de la loque américaine, qu'on avait 7 virus associés. Et je veux dire, c'est pas très étonnant, c'est un jeune apiculteur qui a fait des apports de différentes provenances de ces rennes et qui a donc rentré en même temps donc toute une collection de virus. C'est un apiculteur qui a une très belle culture en biologie et qui a immédiatement compris l'intérêt de ce qu'il pouvait faire et qui s'est immédiatement mis au travail et a fait le protocole proposé avec 4 passages, un toutes les 48 heures. Et on a vu au contrôle que l'on a fait sur la colonie en question, que 2 mois plus tard, on avait éliminé Nosema serranae, éliminé la loque américaine et la plupart des virus, il ne restait que 2 virus à des doses qui étaient très faibles. Donc, qu'est-ce que et c'est là aussi, c'est très significatif, cet apiculteur a compris l'intérêt et a fait ce que je vous demande. Il s'est approprié la méthode. Et tout au long de la saison, venant d'une catastrophe, il s'est employé à bien préparer ses rennes pour produire,
ses colonies pour produire les nouvelles reines, il a bien travaillé sur ses colonies éleveuses, il a bien travaillé sur les colonies qui pouvaient être en perte de vitesse, et le bilan est que à la fin de l'année, les colonies 400 qui lui restaient ont tellement bien produit avec le traitement qu'il aura fait au printemps qu'elles ont fait une récolte remarquable. Il a même fait sur la colonie moribonde, sur un essaim qui est parti au mois de mai, sur la souche qui était là, sur le nouvel essaim, non pardon, oui, sur le nouvel essaim qui s'est développé, il a récolté 9 kilos de miel. Il a reconstitué ces 200 colonies et qui est le plus significatif, qui est quelque chose qu'on répète très souvent, il avait en 2023 perte de 200 colonies. En 2024, il a perdu 2 colonies. Donc, vous voyez, je pense qu'il est tout à fait satisfait de ce qu'il a pu faire. En conclusion, ce sur quoi je voudrais insister, c'est vous dire à quoi nous sert cette démarche analytique et de correction. À éviter simplement les pertes qui sont promises pour tout le monde. 30% de pertes, ça peut concerner chacun d'entre nous. 2, à sécuriser le travail de sélection. Il est anormal que l'on continue à sélectionner avec des animaux, avec des abeilles qui sont fortement contaminées. 3, à préserver la durée de vie des reines. Aujourd'hui, tout le monde sait que la durée de vie des reines n'est guère que de 1 année. On les change régulièrement. C'est dû à 2 faits. Premièrement, le portage viral au niveau des ovaires. Deuxièmement, l'infertilité des mâles liée aux résidus d'acaricides dans les cires où se développent les larves de mâles. Troisièmement, encadrer le négoce, parce que je pense qu'il y a là aujourd'hui une vraie nécessité à intervenir là-dessus. Freiner la dégradation sanitaire. Je vous ai montré que année après année, les choses vont de pire en pire. Donc il faut stopper cette dégradation-là. Et puis, dernier point, et ça c'est juste un petit clin d'œil que je vous fais, je participe à une publication avec un chercheur éminent de l'INRAE, qui est un spécialiste des gaz à effet de serre, et on a montré que le premier facteur qui aggrave la production de gaz à effet de serre dans l'élevage de l'abeille, c'est tout simplement la mortalité, qui est très largement devant ce qu'on aurait pu mettre tout de suite en avant, c'est-à-dire l'usage, par exemple, des carburants pour la transhumance. Eh bien non, cet usage des carburants est compensé par une augmentation de la productivité, et donc aujourd'hui, ce qui est déterminant, c'est cette mortalité. Voilà, j'en ai à peu près fini. Vous m'avez suivi pendant un certain nombre d'heures.